Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Avant même que la première bombe tombe, cette mission montre comment un groupe d'attaque se retrouve piégé entre des missiles guidés par radar, des défaillances de brouillage, des menaces tirées à l'épaule, des calculs de carburant et un dépôt qui se vide plus vite que quiconque ne peut se permettre d'attendre. À 0900 heure locale, 2 Super Hornet de la Navy, indicatifs Mustang 11 et 12, filent vers le nord au-dessus du golfe d'Oman en direction d'un dépôt de munitions à Bandar Abbas, dont les images satellites indiquent qu'il se vide camion après camion. Le compte à rebours est lancé, mais à l'insu des 2 pilotes, une batterie de défense aérienne iranienne, dans les montagnes devant eux, reste silencieuse. L'opérateur regarde les 2 contacts franchir la ligne des 120 km et tend la main vers l'interrupteur. Le récepteur d'alerte radar de Mustang 11 s'illumine comme une boule disco. Relèvement 340, acquisition par réseau phasé. Ce n'est pas un vieux radar qui balaie paresseusement en cercle. Quelqu'un, dans ces montagnes, a verrouillé un faisceau moderne sur la formation et est en train de construire une piste. Si ce faisceau tient assez longtemps pour générer une solution de tir, le missile Sayad 3 sera en l'air avant que les pilotes aient terminé leur prochaine respiration. Personne n'avait dit à Mustang Flight que ce système était encore dans le combat, mais le dépôt vaut le risque. Mustang 11 identifie la menace. Derrière les 2 Super Hornet, un EA, un 8G Growler, indicatif Wizard 30, et un fonce dans le combat pour mériter son salaire. Le Growler est l'avion d'attaque électronique de la Navy. Il a la même cellule que le Super Hornet, mais au lieu de bombes, il transporte des nacelles de brouillage et des missiles anti-radar conçus pour aveugler d'abord un radar ennemi, puis le détruire. Wizard 30 et insactive. La qualité de poursuite du Cordade s'effondre. La solution de tir se désintégrant en temps réel, pendant que l'opérateur voit son écran se dissoudre dans le bruit. Sur les points d'emport des ailes du Growler se trouvent 3 nacelles AN, ALQ, 249 Next Generation Jammer, le système de brouillage aéroporté le plus puissant que la Navy ait jamais déployé. Une nacelle sur chaque point d'emport, chacune diffusant sur plus de bandes de fréquence que tout le système Cordade n'a été conçu pour en gérer. C'est comme essayer d'avoir une conversation téléphonique pendant que quelqu'un vous colle une corne de brume contre l'oreille. Le signal est toujours là, mais vous ne pouvez plus distinguer un seul mot. Le contribuable américain a acheté la corne de brume la plus bruyante de la planète, et Wizard 30 vient de la pointer directement dans les oreilles du Cordade. Quelque part, un élément de langage pro-Trump appellerait ça de la force simple, comme si la guerre électronique consistait seulement à crier plus fort en conférence de presse. Mais l'opérateur du Cordade n'est pas idiot. Il a été formé précisément pour cela, cette séquence prévisible où le bruit précède un missile. Au lieu de couper son radar, il resserre le faisceau, réduisant le volume de balayage à un cône à peine assez large pour garder les 2 Super Hornet. C'est une technique que les défenseurs aériens iraniens ont pratiquée contre des growlers américains la semaine précédente. Sacrifier la recherche large pour percer le bruit sur un seul relèvement, et cela fonctionne. Le récepteur d'alerte de Mustang 11, qui était passé d'une poursuite solide à une poursuite intermittente lorsque le brouillage a frappé, remonte. La solution de tir se reconstruit. Dégradée, brouillonne, mais elle se rapproche des paramètres de lancement. À cette distance, le Sayad 3 a besoin de 8 secondes de poursuite propre pour s'engager. L'opérateur du Cordade en a 3. Mustang 11 et Mustang 12 entrent dans une manœuvre en lacet. Des virages en S peu profonds entraînent leur retour radar à travers les lobes latéraux du brouillage, forçant le processeur du Cordade à recalculer sans cesse. Chaque correction gagne une seconde supplémentaire, mais cette manœuvre écarte aussi la formation de son cap d'entrée vers le dépôt. Chaque seconde passée à esquiver représente 30 mètres supplémentaires d'écart de trajectoire que le système de navigation devra rattraper. Le pilote du Growler s'aligne et largue le premier AA-RGM-ER. L'arme se détache du rail. C'est là que les choses deviennent intéressantes. La ARGM-ER dispose de 3 façons complètement différentes de trouver sa cible, ce qui fait paraître les anciens missiles anti-radar comme s'ils naviguaient avec une carte routière de station-service, datant de 1997. Il suit le faisceau radar, mémorise l'endroit où se trouve l'antenne, et si l'opérateur coupe le radar, il passe à son propre radar millimétrique pour trouver la cible dans les dernières secondes. Couper le radar à ce stade, c'est comme claquer la porte après que le livreur a déjà votre adresse, le code de votre garage et une photo de votre chien. L'opérateur du Cordade voit l'arrivée sur son écran et coupe le radar. Il a 3 secondes de retard. L'AGMR a déjà enregistré la position et est passé au guidage GPS. 40 secondes après le lancement, la charge explose sur le réseau d'antennes. Une menace est neutralisée.
Il reste un double ARGMER sur les rails de Wizard 30 et cette émission de brouillage vient d'illuminer tous les récepteurs passifs de la province d'Hormozgan avec le relèvement approximatif du groupe d'attaque. À 40 km au nord-ouest du dépôt, quelque chose qui est resté éteint pendant 3 jours s'active sur une fréquence complètement différente. Un nouveau signal apparaît sur le récepteur d'alerte de Mustang 11. Caractère complètement différent. L'écran l'identifie comme un Hawk. À 40 km, déjà en poursuite. Mustang 11 fait la seule chose que la physique permet. Il abaisse le nez et plonge, échangeant 25 000 pieds d'altitude contre de la vitesse et une géométrie changeante qui rend la solution de conduite de tir plus difficile à résoudre. Mustang 12 suit. L'altimètre se déroule comme une horloge brisée. 20 000, 18, 15. Les deux jets traversent la descente avec les manettes en puissance militaire, essayant de créer assez de séparation verticale entre l'endroit où le missile s'attend à les trouver et l'endroit où il se trouve réellement. Il se stabilise à 12 000. Les calculs de cette mission viennent de devenir plus laids, mais les calculs de survie pour les 30 prochaines secondes viennent de s'améliorer. Derrière eux, le brouillage du Growler est réglé sur la bande du Cordad. Reconfigurer l'AN, ALQ, 249 sur la fréquence du Mersad prend plusieurs secondes. Le changement de fréquence prend trop de temps. En guerre électronique, plusieurs secondes sont une éternité. En défense antimissile, c'est une oraison funèbre. L'illuminateur du Mersad peint Mustang Flight avec un faisceau ininterrompu et envoie 2 missiles hurlés hors de leur rail à Mach 3, 5. C'est la partie qui ne rentre jamais proprement dans un slogan de campagne. Le champ de bataille se moque de la force avec laquelle les alliés médiatiques de Trump prononcent « domination totale ». L'écran d'alerte montre maintenant que la symbologie de la menace a changé. Le Mersad est la version modernisée iranienne du MIM, 2-3 Hawk américain, un système que les États-Unis ont vendu à l'Iran avant la révolution de 1979. Il a été amélioré pendant 40 ans avec des autodirecteurs numériques et des capacités que les concepteurs d'origine n'avaient jamais imaginées. Le Mersad suit sur une bande de fréquence complètement différente de celle du Cordad, pensée à la radio AM contre la radio FM. Le Growler était réglé sur la mauvaise station et les 2 missiles suivent l'énergie réfléchie qui rebondit sur le dos du Super Hornet avec leurs autodirecteurs semi-actifs. Comme un faisceau de lampe de poche qui rebondit sur la veste de quelqu'un dans le noir, l'illuminateur du Mersad est la lampe de poche, et les 66 000 livres de chasseurs américains de Mustang Flight sont la veste. Mustang 11 et 12 virent brutalement vers la menace. Les 2 jets foncent vers le Mersad dans un virage défensif coordonné qui comprime leur formation en un seul retour radar serré. Face à un missile à autodirecteur actif, on se sépare. Face à un système semi-actif qui dépend d'un seul faisceau d'illumination, on reste proche, parce que se séparer signifie qu'un jet sort du faisceau et que l'autre encaisse les 2 missiles tout seul. Le virage comprime leur signature et entraîne les 2 appareils à travers les paillettes qu'ils s'apprêtent à larguer. Les 2 pilotes actionnent leur distributeur de contre-mesure HAL 4-7, le bouton « Oh non » qui expulse des leurs défensifs à l'arrière du jet. Les paquets de paillettes s'épanouissent derrière les 2 appareils. Des milliers de fines lamelles métalliques créent de faux retours radars qui ressemblent à des cibles de taille chasseur pour un autodirecteur semi-actif. Les paillettes de Mustang 12 se déploient proprement. Leur radar parfait s'étale dans le ciel derrière l'appareil. Le distributeur de Mustang 11 accroche. 2 des 6 cartouches de paillettes de la première séquence ne s'éjectent pas. Un blocage mécanique dans le magasin rotatif de la halle, 4-7 que le pilote ressent comme un choc sourd au lieu des claquements rapides auxquels il a été entraîné. 4 paquets au lieu de 6. Le leur radar derrière Mustang 11 est plus mince, plus petit, et s'efface plus vite que celui de son ailier. Le premier missile, qui suit le retour le plus fort, se verrouille sur le nuage de paillettes de Mustang 12. Celui qui doit choisir un leurre plus faible reste sur Mustang 11. Il peut voir la traîner sur la verrière. Corrigeant vers sa ligne de piqué, le pilote pousse les manettes à fond et incline l'appareil de 30 degrés, sortant les panaches d'échappement du plan de plongée tout en perdant le dernier coussin d'altitude qui lui reste. 12 000 pieds deviennent 10 en 2 secondes. Le changement de géométrie entraîne le faisceau d'illumination à travers le nuage de paillettes et, plus important encore, achète à Wizard 30 et 1 les secondes dont il a besoin. À 10 000 pieds et en accélération à plus de 500 nœuds, Mustang 11 entend sa propre respiration dans son masque. Le premier missile Mersad traverse les paillettes sur sa gauche. Une traînée blanche passe devant la verrière, assez près pour que sa tête se retourne involontairement afin de la suivre. Le missile explose sur un retour de paillettes 200M derrière Mustang 12. Motif de fragmentation. Aucun impact. Le deuxième missile corrige déjà vers le piqué de Mustang 11 lorsque Wizard 30 et en accroche la nouvelle fréquence et que le brouillage prend effet.
L'illumination se dégrade. L'autodirecteur perd le retour. Et le missile plonge en trajectoire balistique dans le golfe en contrebas. Wizard 31 largue le dernier AARGM-ER sur le Mersad. 40 secondes plus tard, la batterie rejoint le Cordade comme tas de ferraille. 2 missiles américains qui coûtent moins qu'une maison en banlieue viennent d'effacer 2 systèmes de défense aérienne que l'Iran a passé des décennies à construire. Les dollars des contribuables viennent enfin de faire quelque chose qu'un comptable approuverait. Il s'avère que gagner exige du timing, de la physique et des missiles de réserve, pas seulement un tour d'honneur à la Trump avant même que la fumée soit retombée. Mustang Flight est vivant, mais les 60 dernières secondes leur ont coûté tout ce qu'ils ne peuvent pas récupérer. Les pylônes d'AAGM-ER de Wizard 30 et un sont vides. L'arme qui répond aux menaces guidées par radar a entièrement disparu du groupe d'attaque. Si un autre système s'active entre ici et le dépôt, les seules options sont le brouillage et la prière. Le piquet d'évitement a brûlé de l'altitude. Mustang Flight a commencé à 25 000 pieds et se trouve maintenant à 10 000, et l'altitude coûte du carburant. Les 2 Super Hornets ont consommé des milliers de livres de JP5 dans le piquet et les manœuvres à puissance de combat qui ont suivi. Le WSO, l'officier des systèmes d'armes dans Mustang 12, est la deuxième paire d'yeux à l'arrière, dont tout le travail consiste à gérer les calculs que le pilote n'a pas le temps de faire. Il fait exactement cela. Il refait les chiffres. Remonter à 25 000 pieds les placerait dans l'enveloppe d'engagement de tout système guidé par radar qu'ils n'ont pas encore trouvé, et ils n'ont plus aucun AARGMR pour y répondre. Rester bagarre les montagnes entre eux et tout ce qui se cache encore dans les lignes de crête à l'est. Cela les cloue aussi à une altitude où un homme avec un missile tiré à l'épaule peut les atteindre. La décision devient 4000 pieds, cap direct au nord vers le dépôt, pour masquer les menaces radar par le terrain et accepter l'exposition infrarouge. C'est la dernière mauvaise option dans un menu où chaque plat arrive avec un accompagnement qui cherche à gâcher votre journée. Ce n'est pas exactement le genre de détail qui survit à l'habitude pro-Trump de transformer chaque problème militaire en autocollant de pare-choc en 3 mots. Mustang 11 pousse les manettes vers l'avant et descend vers le corridor industriel au sud du dépôt. 4000 pieds. Les 2 moteurs F414 sont en puissance militaire. Le jet brûle de JP5 à un rythme qui vous ferait pleurer à la pompe, projetant de l'énergie infrarouge dans le ciel derrière l'appareil comme un feu de joie sur une plage sombre. Chaque capteur thermique dans un rayon de 5000 vient de recevoir une invitation à dîner. L'arme la plus dangereuse entre Mustang Flight et le dépôt n'utilise pas de radar, n'a pas besoin d'un équipage de 6 personnes et coûte moins cher que la combinaison de vol du pilote. La route d'entrée de Mustang Flight file vers le nord depuis la côte, traverse le périmètre de l'aéroport, passe par 2000 d'entrepôts industriels et de zones de frais, puis monte dans les collines où le dépôt de munitions se trouve derrière un anneau de bunkers renforcés. 4000 pieds. Les 2 moteurs et la formation de combat en train de se faufiler entre les montagnes à l'est et la ville à l'ouest. Sur un toit du district industriel au sud de l'aéroport, un milicien du corps des gardiens de la révolution islamique épaule un Mizag, 2 une copie iranienne du QW-18 chinois, guidé par infrarouge et valant à peu près le prix d'une Honda Civic usagée. Il est maintenant pointé vers un avion de chasse de 70 millions de dollars. Le soldat iranien entend les 2 turbozouflantes avant de voir le jet. 66 000 livres hurlent vers le nord à 4000 pieds, avec assez de chaleur derrière elle pour illuminer chaque capteur infrarouge du secteur. Il épaule le lanceur, et l'autodirecteur grogne en s'accrochant à la signature thermique des panaches d'échappement de Mustang 11. Il appuie sur la détente, et le missile jaillit du tube, accélérant sur une colonne de fumée blanche que le pilote ne verra jamais. Il n'y a aucune émission radar et aucune alerte dans le poste de pilotage. Le récepteur d'alerte radar AN, ALR 67 V3, le système qui vient de sauver 2 fois la carrière de ce pilote en 10 minutes, détecte l'énergie radar ennemie. Un missile infrarouge tiré à l'épaule n'en émet aucune. Le récepteur d'alerte radar reste silencieux parce qu'il n'y a rien à signaler. Mustang 11 vole avec un missile derrière lui et un tableau vert devant lui. Cette faille devient encore plus grave parce que le F, Adixuité n'emporte pas de Maus, un système d'alerte d'approche missile qui détecte l'éclair infrarouge d'un moteur qui s'allume et hurle un avertissement avant que l'arme ne se rapproche. Le F-35 en a un intégré dans sa peau. Même le drone MQ-9 Reaper à 30 millions de dollars en possède un, mais le Super Hornet à 70 millions de dollars n'en a pas. Malgré tous les discours sur le meilleur équipement de tous les temps, c'est ici que les coups de menton à la Trump se fracassent directement contre un système d'alerte manquant. Mustang 11 vire de 5 degrés vers la côte. Le virage fait sortir les panaches d'échappement du jet du cône étroit de l'autodirecteur du Mizag. 2.
Le système de poursuite perd le verrouillage à la limite de son champ de vision. Le guidage du missile, conçu pour une poursuite par l'arrière contre une cible stable, ne peut pas réacquérir. Il passe derrière et sous l'appareil avant que la fusée de proximité n'explose sans effet. Mustang 12, à un demi-mille derrière, sursaute devant l'éclair dans la brume. Un lancement possible apparaît au relèvement 180 avec un éclair au sud de l'aéroport. Mustang 11 vérifie son jet. Aucun voyant d'alerte, aucune indication de dommage. Son récepteur d'alerte n'a jamais émis un son. Mustang 12 confirme l'éclair. Et le dépôt se trouve encore à 11 000 au nord, toujours en train de se vider camion après camion. Ils ne peuvent pas grimper. L'état du carburant qui les a forcés à descendre ici ne s'est pas amélioré, et les pylônes vides d'AAR, GMER n'ont pas fait pousser de nouveaux missiles. Les décisions qui les ont gardés en vie dans le combat CAD sont exactement celles qui les piègent maintenant. Le Mersad a forcé le piquet. Le piquet a brûlé le carburant, et l'état du carburant les a verrouillés à la seule altitude où un homme avec un tube peut les atteindre. Le schéma de balayage de Mustang 11 change. Oubliez les instruments. Il regarde maintenant à travers la verrière. Ses yeux balayent les toits, les lignes d'arbres et les viaducs, à la recherche du seul indice visuel qui compte, une traînée de fumée blanche qui monte du sol. Le casque n'est pas conçu pour cela. La visière réduit le contraste. Il la relève. À 3000 au nord du premier lancement, un deuxième milicien, sur le toit d'un entrepôt, suit le son des moteurs depuis 30 secondes. Il épaule le tube. Tonalité de l'autodirecteur. Il appuie sur la détente. Cette fois, Mustang 11 le voit à travers la verrière. Une traînée blanche qui monte depuis la position basse à 2 heures, grimpe et courbe vers son échappement. Ce que son récepteur d'alerte à $1 million ne peut pas détecter vient d'être trouvé par ses propres yeux, parce que l'appel d'un ailier l'a placé en balayage visuel 3000 plus tôt. Il vire brutalement à droite vers le lancement et actionne l'AL 4-7. Les leurres thermiques se déploient. Des leurres MGU 5-3 au magnésium, brûlantes à 2000 degrés, culbutent derrière le jet comme une chaîne de petits soleils. Chacun est plus chaud que l'échappement du F-414 que le MISAG 2 poursuit. L'autodirecteur du missile hésite entre la vraie cible qui s'éloigne et la source de chaleur plus brillante et plus proche. Il choisit le leurre. La fusée de proximité explose 40 m derrière et sous l'appareil, assez près pour que la détonation se répercute dans la cellule. L'appareil est touché par le souffle. Le silence reste suspendu sur la fréquence pendant 1 seconde. 2. Le jet est intact. Il continue. Cette pause est toute l'histoire. Aucun slogan, aucune phrase de meeting, aucune pirouette de télévision loyale ne peut raccourcir ces 2 secondes. 2 tirs de manpads en 4000. Le dépôt est à 3 minutes au nord et vaut toujours le risque, parce que chaque minute passée à survivre représente un autre camion de missiles de croisière anti-navire qui disparaît dans les montagnes. Le WSO refait les calculs de carburant une dernière fois. Ce qu'il trouve trace une ligne sous le reste de la mission. Ils ont assez de JP5 pour un passage chacun au-dessus du dépôt et une route directe vers le sud jusqu'au porte-avions. Un passage raté, et le dépôt continue de se vider, parce qu'il n'y a plus assez de carburant pour une deuxième passe. Au nord du District Industrial, Mustang Flight Grimp. La menace des manpads diminue au-dessus de la ligne des toits et la géométrie de largage dont les JDAM ont besoin exige l'altitude que la formation a abandonnée 20 minutes plus tôt. Chaque pied gagné est un compromis. Plus d'exposition à des menaces guidées par radar auxquelles ils n'ont plus de missiles pour répondre, en échange d'une solution de tir qui ne fonctionne que s'ils parviennent à l'atteindre. Mustang 11 s'aligne à 12 000 pieds, 7 000 pieds sous l'altitude de largage prévue au briefing, mais aussi haut que l'état du carburant le permet. La JDAM s'en moque. Le GPS fonctionne à n'importe quelle altitude. Ce qui vient de quitter le jet est une GBU, 3 enjoints directs attaque munitions, une bombe de 925 kg avec une charge de 429 kg de tritonal, couplée à un kit de queue GPS qui permet de frapper à moins de 5 mètres d'une cible depuis 15 km. Le kit de guidage coûte 27 000 $. Le résultat coûte beaucoup plus cher à remplacer. Pas de laser, pas de dépendance à la météo, pas de problème de fumée, seulement un satellite et une équation mathématique qui se termine par un bâtiment cessant d'exister. Le pilote largue, 2 GBU, 31 et 4000 livres d'acier guidé tombent du jet. Les kits de queue se déploient. Les ailettes GPS commencent à s'ajuster 10 fois par seconde vers des coordonnées préprogrammées. La bombe se conduit essentiellement elle-même vers une épingle sur Google Maps, corrigeant sa trajectoire plus vite que vous ne pouvez cligner des yeux. Une fois les bombes hors des rails, le seul travail du pilote est de sortir le jet de leur chemin. La première JDAM perce le toit du dépôt et explose à l'intérieur.
Les 945 livres de Tritonal partent d'abord, puis le dépôt répond. Des missiles de croisière anti-navires et du Propergol de missiles balistiques cuisent dans une chaîne d'explosions secondaires qui envoie une colonne de fumée noire à 2000 pieds. L'onde de choc fait vibrer la verrière de Mustang 12 à 3000 de distance. Ici, le tableau de pointage n'est pas une fanfaronnade sur les réseaux sociaux. C'est une onde de choc, une colonne de fumée et des chiffres de carburant qui doivent encore ramener 2 jets à la maison. Mustang 12 est 30 secondes derrière sur le deuxième bunker et Mustang 11 vient de créer son problème. Une colonne de fumée se trouve entre le jet et le point visé. Une bombe guidée par laser serait inutile dans cette fumée parce que le désignateur a besoin d'une ligne de visée claire vers la cible, de la même façon qu'un tireur d'élite a besoin d'un réticule sur la poitrine. La JDAM se dirige par GPS depuis un satellite qui n'a aucune idée qu'il y a de la fumée au niveau du sol. 30 secondes derrière son leader, un passage, une seule chance, et un mur de Propergol en feu se dresse entre Mustang 12 et le point visé. Mustang 12 largue et traverse le nuage de débris. Le jet est secoué violemment lorsque le courant ascendant thermique du Propergol en combustion frappe l'aile gauche à 400 nœuds. La deuxième JDAM descend déjà à travers la fumée sur des ailettes GPS qui s'ajustent malgré la turbulence, sans se soucier du fait que le pilote vient d'agripper le rail de la verrière. L'arme frappe le deuxième bunker. Les murs explosent vers l'extérieur et les explosions secondaires suivent. D'un blanc éclatant et soutenu, le Propergol solide brûle à des températures qui continueront de provoquer des cuissons pendant des heures. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.